15 millions de bananiers promis au Sahel, dans un pays déjà meurtri par la faim et la sécheresse. Le monde ricane, les experts dénoncent une folie agricole vouée à l'échec, mais au Burkina Faso, certains y lisent le début d'un renversement silencieux. Et si ce pari jugé impossible, porté par Ibrahim Traoré, devenait le point de bascule entre dépendance chronique, humiliation répétée et véritable souveraineté alimentaire choisie, dans la poussière du Sahel, une question obstinée s'avance désormais, plus lourde que les moqueries étrangères, et elle ne se laissera plus enterrer facilement. Dans l'annonce du projet, une promesse simple mais décisive s'est dessinée: transformer une terre aride, minée par les décennies de dépendance alimentaire, en un espace capable de nourrir sa propre population. Le bénéfice principal, réduire durablement la vulnérabilité face aux crises alimentaires, semblait audacieux, mais il devenait soudain tangible pour ceux qui avaient toujours vécu sous la pression de l'aide extérieure. Le véritable enjeu dépassait largement la question agricole. Il s'agissait de prouver que le Burkina Faso pouvait encore décider de son destin, même lorsque les ressources manquaient, même lorsque le doute dominait tout. Et dans cet intervalle fragile, entre espoir et scepticisme, une interrogation persistait chez les observateurs. Qu'arriverait-il si cette initiative, jugée naïve par beaucoup, parvenait malgré tout à fissurer le mur de résignation qui entourait le Sahel? Cette micro-brisure, presque imperceptible, suffisait à faire vaciller les certitudes. En quelques semaines seulement, un premier renversement inattendu est apparu. Malgré la chaleur écrasante, près de 20% des premiers bananiers ont survécu, alors que beaucoup prédisaient un échec total. Et à mesure que les relevés agronomiques s'accumulaient, un second indicateur surprenant, des zones test affichant plus de 60% de plans viables, a commencé à contredire frontalement le scepticisme dominant. À partir de là, le récit s'est infléchi. Car si le monde continuait d'y voir une chimère agricole, au Burkina Faso, cette percée fragile a modifié l'atmosphère collective. Les discussions dans les marchés, les écoles et les villages ne portaient plus seulement sur la difficulté du climat, mais sur ce qu'implique un projet capable de déplacer les lignes de résignation. Dans un pays marqué par des années de disette, les premiers signes de réussite, même partielle, avaient la force d'une révélation. Derrière cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré occupait une place singulière. Contrairement à l'image d'un chef d'État isolé ou distant, son initiative résonnait profondément avec des citoyens habitués à dépendre de l'aide internationale. L'idée d'un renouveau agricole n'était plus seulement un discours politique, elle devenait un outil pour reconstruire la dignité collective. Chaque plan replanté, chaque fossé creusé par les jeunes brigades formées dans les villes était perçu comme une manière de reprendre la main sur l'avenir. Le scepticisme demeurait, souvent teinté de condescendance. Les experts mettaient en avant l'aridité du Sahel, le manque d'eau, poisson d'eau, l'insuffisance des infrastructures. Mais au niveau local, ces obstacles n'étaient plus uniquement des fatalités. Ils devenaient des variables à contourner, à apprivoiser. C'est précisément ce glissement, du rien ne pousse ici au quelque chose peut commencer, qui a constitué la véritable mini-révélation. Car une fois cette brèche ouverte, le paysage mental du pays s'est mis à changer. Si un bananier peut survivre là où l'on pensait que rien n'était possible, alors d'autres formes de souveraineté, jusqu'ici inimaginables, peuvent peut-être émerger elles aussi. Dans cette phase naissante du projet, le rôle du guide n'a pas été assumé par une seule figure héroïsée, mais par une constellation de personnes ordinaires, agronomes, enseignants, mères de famille, jeunes des brigades locales, qui ont transformé une idée jugée irréaliste en un effort collectif cohérent. Leur force ne résidait pas dans des discours flamboyants, mais dans la capacité à traduire une ambition nationale en gestes simples: protéger un plan contre le vent, rationner l'eau, expliquer aux enfants pourquoi chaque arbre comptait. Parmi eux, certains étaient devenus des repères.
À Bobo Dioulasso, une coopérative de femmes avait rapidement structuré une petite chaîne de transformation, produisant farine et chips de banane pour stabiliser leurs revenus. À Ouagadougou, un instituteur avait lancé des séances hebdomadaires où les élèves apprenaient à suivre l'évolution des cultures et à comprendre la logique de survie des jeunes plants. C'étaient de petites scènes, presque invisibles à l'échelle mondiale, mais elles constituaient la sève du projet. L'impact s'est fait sentir plus vite que prévu. Dans quelques villages, les premières récoltes de cultures complémentaires, haricots, arachides, légumes, ont commencé à remplir les marchés avec une régularité nouvelle. Les familles autrefois résignées observaient une transformation silencieuse, non pas la disparition instantanée de la misère, mais l'apparition d'une trajectoire capable de la défier. Et au cœur de ces débuts prometteurs, une SOWAT question se dessinait pour tout le pays. Si ces petites actions peuvent déjà changer le rythme de la vie quotidienne, jusqu'où pourrait aller la mobilisation d'un peuple entier? Le déclencheur a surgi dès l'annonce officielle. Un plan massif, 15 millions de bananiers, envoyés dans un Sahel brûlant, avec une promesse de souveraineté alimentaire qui semblait défier la logique. Les premiers camions ont traversé Ouagadougou. Les brigades de jeunes ont creusé les fossés. Les coopératives ont organisé les parcelles. Tout s'est enchaîné avec une rapidité inattendue, comme si le pays entier voulait prouver qu'il pouvait encore surprendre. Dans les villages, la nouvelle circulait vite, portée par l'idée qu'une rupture avec la dépendance était enfin possible. Puis le terrain a imposé sa loi. Les vents secs ont arraché les feuilles. La terre a craquelé. Les premiers plants se sont affaissés, incapables de résister à la chaleur extrême. Les images de bananiers fanés ont envahi les réseaux régionaux. Les critiques internationales ont redoublé. Les experts ont rappelé l'histoire du Sahel, zone où les projets agricoles meurent régulièrement sous l'implacable réalité climatique. Des éditoriaux moqueurs ont fleuri dans plusieurs capitales étrangères. On y décrivait l'initiative comme une chimère. Cette étape a marqué le cœur du Cao Trao. C'est alors qu'Ibrahim Traoré est apparu dans un champ ravagé. Le geste a été bref. Il a arraché un plant mort, l'a levé vers les caméras, puis a déclaré qu'un autre serait replanté au même endroit. Simple, mais chargé de défis. Ce moment a renversé le récit local. Au lieu d'un aveu d'échec, la scène a été perçue comme un refus de capituler. Dans les marchés, les discussions ont changé. On ne parlait plus uniquement des pertes, Mohamed, mais de ce qu'implique le fait de recommencer malgré tout. Le ton du pays n'était plus celui de la résignation, mais celui d'une ténacité presque organique. L'élan national s'est alors diffusé. Les familles ont partagé l'eau. Les équipes ont renforcé les protections contre le vent. Les écoles ont adapté leurs cours. Les femmes des coopératives ont diversifié leurs produits. Les agriculteurs ont réorganisé les parcelles pour tester les zones les plus tolérantes à la sécheresse. Rien de spectaculaire, mais une somme de gestes cohérents. Une forme d'ordre spontané s'est imposée, alimentée par l'idée qu'un peuple peut apprendre plus vite que prévu. Quand les premiers résultats positifs sont arrivés, ils ont déclenché la Duchamp. Certaines zones ont affiché des taux de survie inattendus. Des cultures secondaires ont prospéré en marge des bananiers, remplissant les marchés locaux avec une constance nouvelle. Le discours international, bien qu'encore sceptique, a commencé à reconnaître une dimension sociale que les analyses initiales avaient négligée. Le projet ne visait pas uniquement à planter des arbres, mais à remodeler la posture mentale d'un pays. Les critiques ont persévéré, mais l'intérieur du pays percevait d'un changement plus profond, celui d'un peuple qui ne renonce plus par réflexe. Au fil de ces événements, une question plus large a émergé. Si ce mouvement de mobilisation peut résister à la sécheresse, aux moqueries et aux échecs initiaux, que se passera-t-il lorsque les conditions deviendront enfin favorables? Une question simple, mais trop lourde pour rester sans réponse.
La progression la plus nette est apparue lorsqu'un premier contraste chiffré du taux de survie initial proche de 0% à un seuil stabilisé autour de 20% a été confirmé par les équipes locales. Cette variation semblait modeste pour les observateurs extérieurs, mais elle était immense pour un Sahel où presque rien ne tient debout sous la chaleur. La différence reposait d'abord sur les nouvelles méthodes d'irrigation. Les systèmes goutte à goutte solaires, testés sur quelques parcelles, utilisaient très peu d'eau mais la distribuaient avec une précision constante. Ce type d'irrigation réduit les pertes hydriques et stabilise mieux la croissance. Ensuite, la sélection progressive de variétés plus résistantes a joué un rôle décisif. Certaines lignées, mieux adaptées au stress thermique, ont montré une tolérance surprenante lors des premières semaines critiques. Ces variétés supportent mieux les pics de chaleur extrême répétés chaque saison. Enfin, l'organisation communautaire a compensé le manque d'infrastructures classiques. Le partage de l'eau, la rotation des équipes et les protections contre le vent ont renforcé la survie des plants fragiles. Ces gestes coordonnés assurent une défense efficace contre les vents secs. Le second chiffre clé, près de 60% de survie dans plusieurs zones test, a bousculé les certitudes. Pour certains experts locaux, cette réussite provenait d'un ajustement progressif. Moins de densité de plantation, davantage de fossés retenant l'humidité et des cycles d'arrosage réévalués quotidiennement. Ces micro-adaptations ont révélé un principe simple. Dans un climat extrême, la précision vaut mieux que la puissance. Et ce que l'on prenait pour un caprice agricole commençait lentement à ressembler à une stratégie. Le troisième repère, une amélioration d'environ 30% des récoltes complémentaires, haricots, arachides, légumes, a apporté une preuve supplémentaire du rôle structurant des bananiers. Leur ombre légère, leur capacité à retenir un peu d'humidité et la réorganisation des parcelles orientées autour d'eux ont offert aux cultures secondaires un environnement moins hostile. Pour les familles rurales, cet effet domino comptait davantage que la banane elle-même. Il se traduisait par des paniers plus remplis, des marchés plus réguliers et un début de stabilité économique jusque-là insaisissable. Ces évolutions ont également touché les coopératives féminines. À mesure que les plants survivants s'affirmaient, la production de dérivés, farine, chips, conserves, a commencé à générer des revenus plus réguliers. Cette montée en puissance a transformé la perception du projet. Il ne s'agissait plus de vérifier si les bananiers allaient survivre, mais de comprendre comment leur simple présence pouvait restructurer l'économie locale. Les critiques les plus solides ne venaient pas des moqueries superficielles, mais de deux arguments lourds formulés par des spécialistes du Sahel. Le premier reposait sur la logique climatique. Selon eux, aucune initiative agricole de grande ampleur ne pouvait prospérer dans une zone où la température écrase tout, où l'humidité manque structurellement et où les vents sablonneux peuvent anéantir des semaines d'efforts en une seule après-midi. Pour ces analystes, même un taux de survie de 20% ne prouvait rien. Il ne représentait qu'une exception fragile, potentiellement balayée dès la prochaine vague de chaleur. Le second argument s'ancrait dans l'histoire. Les précédents projets agricoles dans le Sahel, qu'ils aient concerné des céréales, des arbres fruitiers ou des cultures de substitution, avaient souvent échoué faute d'infrastructures, de moyens d'irrigation et de cohérence nationale. Pour les sceptiques, la conclusion semblait inévitable. Si des cultures traditionnellement plus résistantes avaient échoué, comment une plante exigeante comme le bananier pourrait-elle devenir le pivot d'une stratégie d'autosuffisance? Ces deux arguments formaient un stillman solide, cohérent et difficile à balayer. Mais la réponse venue du terrain a introduit une nuance inattendue. Les données observées, les 20% de survie initiale,
les 60% atteints dans certaines zones test, l'augmentation d'environ 30% des cultures complémentaires ne contredisait pas les sceptiques. Elle montrait autre chose. Non pas la possibilité d'une réussite totale, mais la capacité d'une population à adapter progressivement ses pratiques dans un environnement extrême. Cette progression chiffrée, même partielle, indiquait que l'obstacle n'était pas seulement climatique, mais organisationnel. Et lorsqu'une communauté apprend à calibrer l'eau, à réorganiser les parcelles, à protéger les plants et à stabiliser l'humidité, elle réduit mécaniquement l'exposition aux défaillances structurelles. Ainsi, la force du contre-argument ne réside pas dans une promesse démesurée, mais dans l'évidence empirique. Un système imparfait qui évolue, lentement mais sûrement, peut triompher là où les approches centralisées ont échoué. Un détail a tout changé. Au moment où les observateurs internationaux pensaient avoir compris les limites du projet, une information venue du terrain a inversé la dynamique. Plusieurs zones, considérées comme les plus vulnérables, ont soudain affiché des taux de survie plus élevés que les parcelles pourtant mieux préparées. Ce décalage inattendu a surpris même les équipes locales, révélant que la résistance des plants ne dépendait pas seulement des conditions climatiques, mais de la manière dont les communautés avaient organisé la protection, la rétention d'eau et la rotation des tâches. Ce renversement discret, presque invisible depuis l'extérieur, a exposé une vérité que peu avaient anticipée. Dans un environnement d'extrême, la micro-organisation humaine peut parfois compter davantage que les variables naturelles. Et c'est précisément cette découverte qui a redonné une profondeur stratégique à l'initiative portée par Ibrahim Traoré, car elle démontrait que la réussite n'était pas distribuée au- au hasard, mais corrélée à la cohésion sociale et à la discipline collective. D'un coup, l'enjeu n'était plus de savoir si les bananiers pouvaient survivre, mais où et pourquoi ils survivaient mieux. Les effets du projet se sont matérialisés en 4 dimensions distinctes, chacune révélant une facette de transformation que les analyses initiales avaient largement sous-estimée. Au niveau de la vie quotidienne, dans plusieurs villages, les récoltes complémentaires, haricots, arachides, légumes, ont augmenté d'environ 30%, modifiant en profondeur les habitudes alimentaires. Les familles, longtemps dépendantes d'arrivages incertains, ont vu naître une forme de stabilité fondée sur leurs propres parcelles. Les marchés se sont alimentés avec une régularité nouvelle, non pas grâce à une abondance spectaculaire, mais grâce à une constance jusqu'ici inimaginable. Ce changement a apaisé l'angoisse quotidienne liée à l'insécurité alimentaire. Même les enfants percevaient la différence. Ils comprenaient que les efforts collectifs avaient désormais un impact visible sur leur environnement. Sur le plan économique et coopératif, les coopératives féminines, déjà actives dans la production de dérivés du bananier, ont commencé à structurer de véritables micro-chaînes de valeur. Farine, chips, conserves. Ces produits ont généré des revenus légèrement plus réguliers. Rien de révolutionnaire, mais suffisamment pour élargir les marges de survie. Le projet a également transformé les comportements entrepreneuriaux, organisation plus stricte, meilleure répartition des tâches, formation interne. Cette dynamique a permis de maximiser l'usage des plants survivants afin de compenser les pertes. L'économie locale, longtemps immobile, a retrouvé un souffle. Du côté des institutions locales, pour l'État local, les progrès, 20% de survie globale, 60% dans certaines zones test, ont servi de repères objectifs. Pas des chiffres triomphants, mais des signaux crédibles. Ils ont encouragé la création de brigades agricoles supplémentaires, la réorganisation des parcelles et l'amélioration des dispositifs de rétention d'eau.
L'administration a découvert qu'une coordination communautaire disciplinée pouvait, dans certaines conditions, compenser l'absence d'infrastructures classiques. Cette observation a renforcé la légitimité de la vision portée par Ibrahim Traoré, illustrant que les avancées, même partielles, traçaient une trajectoire plutôt qu'une illusion. À l'échelle régionale, dans l'espace sahélien, ces premières données ont suscité un intérêt inattendu. Des observateurs du Mali et du Niger ont suivi de près les zones test, cherchant à comprendre pourquoi certaines communautés obtenaient de meilleurs résultats. Ce n'était pas le bananier en lui-même qui intriguait, mais le mécanisme social. Comment une population organisait-elle sa résilience face à un environnement si hostile? Le projet a ainsi diffusé une idée discrète mais puissante. Même une initiative partielle peut remodeler l'imaginaire régional autour de l'autosuffisance. À travers ces 4 niveaux, une conclusion s'impose. Les résultats ne sont ni spectaculaires ni négligeables, ils sont structurants. Ils esquissent la possibilité d'un futur où le Sahel ne serait plus défini seulement par ses limites, mais par la manière dont ses habitants apprennent à les déjouer. Les perspectives ouvertes par le projet dessinent 3 trajectoires possibles pour les mois à venir, chacune façonnée par les contraintes climatiques, la discipline communautaire et la capacité du pays à poursuivre l'adaptation enclenchée. Dans une première hypothèse, ins maîtrisée et adaptation continue. Dans cette hypothèse, les taux actuels, environ 20% de survie globale pouvant atteindre 60% dans certaines zones test, se stabilisent ou progressent légèrement. Les communautés consolident les méthodes d'irrigation et de protection, et les cultures complémentaires continuent d'enregistrer des hausses proches des 30% observées jusqu'ici. Le pays ne devient pas autosuffisant, mais il réduit concrètement sa vulnérabilité. Les coopératives féminines renforcent leur chaîne de valeur et les marchés locaux gagnent en régularité. Ce scénario ne transforme pas le Burkina Faso, mais il lui redonne un socle respirable. Dans une vision plus favorable, netteté alimentaire accrue et diffusion régionale. Si les conditions climatiques se stabilisent, que les pratiques agricoles continuent à s'affiner et que les zones les plus performantes servent de modèle, le projet pourrait entraîner une hausse significative des rendements. Les taux de survie les plus élevés deviendraient la norme dans davantage de régions. Les cultures secondaires, déjà en progression, offriraient une base alimentaire plus solide, permettant aux familles rurales d'accéder à une sécurité qu'elles n'avaient jamais connue. Dans cette configuration, l'initiative pourrait inspirer le Mali et le Niger, attirés par l'efficacité sociale observée dans les communautés les plus résilientes. La vision portée par Ibrahim Traoré serait alors perçue comme un cadre stratégique plutôt qu'un pari isolé. Dans une perspective plus difficile, nisation contrainte, une série de sécheresses plus intenses, des vents imprévisibles ou un épuisement des ressources communautaires pourraient ralentir ou inverser les progrès. Les taux de survie pourraient retomber autour des seuils initiaux, limitant l'effet de levier obtenu jusque-là. Dans ce cas, l'État local devrait réévaluer la distribution des parcelles, réduire l'ambition territoriale du projet et renforcer la diversification des cultures secondaires. Même ce scénario négatif ne signifierait pas un retour au point zéro. Les compétences acquises, la discipline collective et les réseaux coopératifs resteraient des acquis structurels. Une réflexion s'impose. Quelle que soit la trajectoire, la clé n'est pas de prédire laquelle prévaudra, mais de comprendre que les 3 scénarios peuvent coexister partiellement, et que la résilience dépend surtout de la capacité à ajuster les pratiques au rythme des signaux du terrain. Dans cette étape du récit, la portée du projet ne se limite plus aux chiffres ni aux scénarios. Elle touche directement la manière dont chacun, au Burkina Faso ou ailleurs, se positionne face à l'idée même de souveraineté et de résilience.
Pour une grande partie de la population burkinabé, l'initiative a agi comme un miroir. Elle a mis en lumière une vérité souvent oubliée. Dans un environnement hostile, la survie n'est jamais un simple état de fait, mais le résultat d'actions répétées, coordonnées et parfois minuscules. Les familles qui voyaient leur récolte augmenter modestement comprenaient que leur engagement quotidien était devenu un levier réel, pas seulement symbolique. Pour les communautés économiques, coopératives féminines, petits commerçants, jeunes engagés dans les brigades locales, le projet a ouvert un espace de projection inédit. Non pas un rêve démesuré, mais la sensation concrète qu'un effort collectif pouvait transformer une réalité longtemps figée. Ils y voyaient aussi une chance de redéfinir leur rôle, non plus comme bénéficiaires passifs de l'aide extérieure, mais comme acteurs d'un changement patient et discipliné. À l'échelle internationale, le projet invitait également à une réflexion plus large. Qu'est-ce qu'un pays peut accomplir lorsqu'il cesse d'accepter l'inéluctable? Qu'est-ce qu'une communauté peut produire lorsqu'elle décide que même un échec partiel vaut mieux que l'immobilisme? Ces questions, d'apparence simple, résonnaient au-delà du Sahel. Elles interpellaient chaque spectateur, habitué à mesurer la réussite à l'aune de résultats immédiats. Ici, les progrès, 20%, 60%, plus 30%, ne racontaient pas une victoire spectaculaire, mais l'histoire d'un pays qui apprend à avancer dans la poussière, sans certitude, mais avec une cohérence nouvelle. Et au fond, la véritable interpellation pour le lecteur est peut-être celle-ci. Que ferait-on nous-mêmes si un projet aussi improbable devenait l'unique chemin vers la dignité collective? Pour transformer les progrès actuels en trajectoire durable, plusieurs étapes opérationnelles s'imposent. Ces étapes ne reposent ni sur des promesses spectaculaires, ni sur des améliorations soudaines, mais sur une organisation méthodique, déjà perceptible dans les zones où les résultats ont été les plus constants. Structurer la formation agricole locale. La première priorité consiste à élargir les programmes de formation destinés aux agriculteurs, aux coopératives féminines et aux brigades de jeunes. Les techniques d'irrigation goutte à goutte, la gestion précise de l'eau et la protection contre les vents doivent être enseignées de manière régulière. Cette étape garantit que les pratiques efficaces observées dans les zones test deviennent une norme reproductible. Stabiliser l'infrastructure de soutien. Même minimale, l'infrastructure doit être consolidée. Fossés de rétention, dispositifs anti-érosion, organisation collective des réserves d'eau. L'objectif n'est pas d'imposer des installations coûteuses, mais de renforcer les microstructures déjà en place, celles qui ont permis d'atteindre les taux de survie les plus élevés. Optimiser la répartition des zones de culture, la cartographie fine des performances, 20%, 60%, plus 30% pour les cultures complémentaires, doit orienter la répartition future des parcelles. Les zones performantes doivent devenir des pôles d'apprentissage et les zones fragiles doivent être réorganisées selon leur potentiel réel. Cette approche évite la dispersion des efforts et concentre l'énergie là où la résilience est déjà prouvée. Renforcer la cohésion communautaire. La discipline collective, plus que les ressources matérielles, apportait les résultats. Il est donc essentiel de créer des comités locaux pour coordonner les rotations, partager l'eau et suivre les cycles de plantation. Cette cohésion constitue la véritable infrastructure invisible du projet. À travers ces étapes, la vision portée par Ibrahim Traoré trouve une traduction concrète. Une souveraineté qui ne repose pas sur des miracles agricoles, mais sur une ingénierie sociale minutieuse et persistante. Dans les villages où tout semblait immobile, les figures discrètes évoquaient plutôt les enseignantes, les mères de coopératives, les jeunes des brigades sont devenues les véritables gardiennes du projet.
Leur constance silencieuse a donné chair à une idée que beaucoup jugeaient trop fragile pour survivre au Sahel. Et cette énergie collective patiemment accumulée a fini par rejoindre la vision portée par Ibrahim Traoré, non pas comme un élan idéologique, mais comme la prolongation naturelle d'un effort partagé. Lorsque les premiers plans encore debout ont offert leurs ombres légères, les habitants ont compris que la bataille ne se jouait pas sur un miracle, mais sur la somme de gestes répétés. Dans cette poussière brûlante, un lien nouveau s'était noué, celui d'un peuple qui se découvrait capable non seulement de résister, mais de bâtir. Ce moment, presque imperceptible aux yeux du monde, constituait pourtant un tournant, car au-delà des chiffres et des tensions, il révélait une vérité intime. La souveraineté commence rarement avec un triomphe, mais avec un sursaut. La dignité pousse même dans la poussière. Dans une histoire où chaque pas a été arraché au doute, le projet des bananières du Sahel n'apparaît plus comme un simple pari agricole, mais comme une invitation à regarder autrement les dynamiques collectives qui transforment un pays. Ce qui s'est joué ici, la patience, la discipline et la volonté de ne pas céder, parlent à chacun de nous, quelle que soit notre distance géographique ou culturelle. Car il existe, au cœur de ces efforts, une question discrète mais universelle. Que serions-nous capables d'accomplir si nous acceptions d'avancer malgré l'incertitude? Si cette histoire vous interpelle, si la persévérance de ces communautés vous inspire, vous pouvez contribuer à la faire vivre. En partageant ce récit, en soutenant des initiatives locales ou simplement en ouvrant un espace de discussion autour de la souveraineté alimentaire dans les régions vulnérables. Chaque geste, même minime, crée une résonance. Alors, que retenez-vous de ce voyage au Sahel et quel chemin pensez-vous que cette histoire pourrait ouvrir pour d'autres communautés?